ce qu'il y avait au Garm, c'est qu'il y avait il y avait de l'humour. Beaucoup de manifestations étaient teintées d'humour. Et il y avait par exemple la carte de l'ennemi de l'intérieur. Enfin, c'était assez cocasse. Mais il y avait plein d'autres choses. Et cet esprit-là, je pense qu'il est important de l'avoir. Moi, ce qui me faisait suer, par exemple, à Bordeaux avec les Mao ou avec Gilbert Muri, c'est que c'était enfin, une idéologie de combat, mais triste, triste. Or, j'ai trouvé au Garm plein de manifestations où l'humour faisait partie de l'action. Comment le Garm fonctionnait? Ben, il n'y avait pas de structure, j'allais dire, hiérarchique. Le Garm fonctionnait, mais là d'autres le diront mieux que moi, sur des actions qui étaient décidées pour mettre l'accent. Bien sûr, c'était axé contre la militarisation, mais la militarisation, c'était pas simplement l'armée et les militaires, c'était aussi on voyait se profiler des structures de défense qui englobaient la société civile. Et c'était important de garder euh, d'être en éveil sur tout ce qui se mettait en place. On est aussi dans une période, alors qu'on connaissait bien, euh, sur le plan national, où la force de frappe était en pleine construction. C'était un moment où il y avait des essais nucléaires plusieurs fois par semaine. Bon, il y avait les tribunes des scientifiques qui alertaient sur les dangers pour les populations, notamment dans le Pacifique. Voilà, sur le coût exorbitant. Donc on avait ça dans la tête quand même. Voilà, donc c'est à ce moment-là, on peut dire que le premier groupe de soutien est né. Euh, je le situerai, mais j'en suis pas complètement sûre, mais je le situerai dernier trimestre 67. Il se trouvait qu'à cette époque, avec tout ce qui pouvait se faire, mais qui n'était pas très audible, les partis de gauche étaient contre l'armement nucléaire. Il y avait les grands mouvements, comme le mouvement de l'appel, le MDPL, où on allait régulièrement aux marches une fois par an. Et quelques individus ont éprouvé la nécessité de poser un acte de désobéissance fort et individuel. Il se trouvait qu'à Lyon, il y avait cinq hommes qui avaient la même idée. Il y avait, alors nous on a été contactés par Hugues Fainel, qui était au PSU, qui avait été très engagé pendant la guerre d'Algérie, notamment auprès des gens du FLN, et 4 dominicains ou étudiants dominicains du couvent de la Tourette. Donc ils ont eu envie de concerter leur action, de faire des lettres très, très détaillées, expliquant bien pourquoi ils renvoyaient leur livret militaire, et de le faire ensemble. Comme à l'époque, c'était quelque chose d'illégal, ils avaient encore le souvenir de ce qui s'était passé au moment de l'objection pendant la guerre d'Algérie où les gens partaient en prison. Ils ont pensé que c'était important d'avoir un comité de soutien qui pourrait les aider et répercuter un peu leur action. Donc on s'est retrouvés chez Jean-Pierre Lanvin, c'est quelque chose de vraiment historique à noter. On était, je ne sais pas, une douzaine de personnes, avec déjà 2 sensibilités. Il y avait je dirais, la sensibilité non violente, proche de la communauté de l'Arche, et quelques-uns plus politiques, proches du PSU. Alors, comment s'organiser? Ça a été le plus simple possible. On s'est organisé avec une adresse
Comme je ne travaillais pas, que j'étais chez moi, c'est notre adresse qui a été communiquée tout le temps, et un CCP qui était tenu par quelqu'un qui était plus âgé, une assistante sociale en retraite, qui avait été active aussi au moment de la guerre d'Algérie, proche de la mission de France, enfin bon, et qui donnait son CCP pour recevoir le soutien. On n'avait pas besoin de beaucoup d'argent, mais il fallait imprimer les tracts, éventuellement faire appel aux avocats si nécessaire. Donc cette organisation qui ne pouvait pas être plus souple et plus légère, elle a continué tout le temps. Il y avait un point, j'étais le point de contact, où arrivait le courrier, les gens qui débarquaient, souvent les insoumis, les objecteurs, et par la suite une proximité géographique importante, notamment avec des communautés qui étaient dispersées, qui étaient rassemblées autour d'Oulin, Saint-Genis-Laval, Pierre-Bénite. Donc c'était notre samedi après-midi, quoi. On n'allait pas à Carrefour, on allait manifester, quoi. Et à l'époque, on avait un appartement collectif où il y avait Olivier, d'ailleurs, à Vèze. Les flics, ils sont venus perquisitionner Caen, un samedi après-midi où nous, on manifestait, quoi. Parce que c'était à peu près la règle, quoi. Des fois, on n'avait pas le temps de préparer quand même pour en faire si souvent, mais puis il fallait avoir quelques idées. Et on a travaillé quand même sur cette période alors vis-à-vis de ceux qu'on essayait de persuader du bien fondé de nos positions, sur l'action non violente. Alors c'est vrai que les non-violents, ils se sont partagés par rapport à l'action du GARM proprement dite. Il y en a qui ont été très intéressés, d'autres qui étaient plus contemplatifs, ils ne sont pas venus au GARM. Hein. Mais ceux qui essayaient de voir qu'est-ce que c'est qu'une action non violente, c'est-à-dire une action qui pose un geste libérateur ou contestataire, mais réel, et qui en même temps essaye de faire comprendre quelque chose à un public, là on a travaillé. Et souvent, dans la préparation, on travaillait cet aspect-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire, parce que ce qu'on va faire, c'est ce qu'on veut dire. Alors, ça ne s'appelait pas le GARM, ça s'appelait le groupe d'action et de résistance à la militarisation. Non, ça s'appelait, pardon, le comité de soutien aux renvoyeurs de livrets. Alors aussi, tout à l'heure, Dominique parlait du rôle de l'Arbrel et des Dominicains. Il se trouvait que dans cette réunion fondatrice, il y avait quelqu'un qui s'appelait André Laudouze, qui était dominicain, qui était à Témoignage chrétien et qui était au PSU. Donc, il était un peu à la charnière et il pouvait aussi faire une sorte de liaison voilà, avec d'autres. Hein. Alors, on passe au GARM, parce qu'on trouvait ce terme de comité de soutien. Quand on a commencé à avancer, à réfléchir, on s'est dit, mais on ne va pas se contenter de soutenir. On s'est dit, on est un groupe d'action et de résistance à la militarisation. Tu vois, c'est au fur et à mesure, je dirais, le groupe a toujours marché sur deux axes. Il y avait le soutien, qui était important, aux objecteurs insoumis, qui nous prenait beaucoup de temps parce qu'il y avait les contacts avec les avocats, avec les familles, les gens à recevoir, les témoins à chercher. Bon, il y avait du travail de ce côté-là et aussi une résistance, comment nous, on va agir nous-mêmes sans être, en somme, en seconde ligne. Donc, parfois, les deux aspects se contredisaient. Les uns disaient c'est beaucoup plus important de soutenir ceux qui sont en prison. C'était généralement les proches, les familles. Et puis d'autres disaient non, il faut y aller, il faut résister, il faut trouver des formes d'action importantes. Il fallait
avoir une base minimale qui était la lutte contre l'armement nucléaire et contre les ventes d'armes. Il y avait essentiellement ce qui mettait tout le monde d'accord. Alors, comment faire? Il y avait donc une forme d'action. J'allais dire, on ne l'a pas réfléchi, mais ça s'est fait un peu spontanément, en fonction des personnalités des uns et des autres. C'est une action très bien préparée et très bien construite. Alors, on avait Yvon Montigné, qui n'est malheureusement plus là pour vous en parler, qui savait organiser, qui était un organisateur. Et notamment pour le Mont Verdun, il avait tout minuté. Il a dû laisser, je crois, un texte où il explique comment, minute par minute, comment ils sont entrés dans ce PC atomique qui allait être terminé. Et alors, il ne suffit pas de rentrer, il faut avoir un message clair. Un des messages clairs, c'était Lyon, ni Hiroshima, ni Pentagone. Et il fallait expliquer par un tract pourquoi on ne voulait pas de ce PC atomique qui n'était absolument pas connu à Lyon. Il y avait des gens de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, du Mont-Verdun qui avaient été expulsés. Ils avaient été expulsés par l'armée, ils avaient été expulsés par l'armée, ils n'étaient pas contents. Mais on avait vu un entrefilet dans le journal, il n'y avait rien. Donc c'était toujours une action très bien préparée, amusante, humoristique, non violente. C'est-à-dire on n'agressait pas les gens, on ne cassait rien. Mais on ne se contentait pas de ça, on allait faire autre chose qui allait permettre à d'autres de venir et de participer aussi à un mouvement de protestation. Arrivant au GARM, donc groupe d'action et de résistance à la militarisation, j'étais tout de suite dans le bain. J'ai participé aux premières manifestations quelques jours après mon arrivée. Donc ce groupe d'action, donc action, c'était un mot très important, donc groupe d'action et de résistance à la militarisation. C'était un groupe qui avait été créé à la fin des années 60 pour lutter contre l'armement atomique et pour soutenir les objecteurs de conscience. Après, les sujets ont été élargis. On a soutenu non seulement les objecteurs, mais les insoumis, les déserteurs. On s'est intéressé à tout ce qui pouvait se passer à l'armée. Donc, par exemple, les accidents qui étaient provoqués par la négligence des gradés, les suicides qui pouvaient arriver à l'armée, et les différents aspects de l'armée elle-même, donc le colonialisme, les ventes d'armes, la participation à des alliances militaires, etc. Et de plus en plus, les sujets se sont élargis. Par exemple, on a fait une campagne sur ITT, par exemple, l'entreprise ITT, qui est une entreprise américaine, donc au départ de téléphonie, mais qui est, tout en gardant le nom comme téléphonie dans son nom, s'intéressait également à l'armement. Déjà au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il fabriquait des éléments militaires d'aviation, y compris vendus à l'Allemagne nazie. Et puis, ils ont favorisé le coup d'État de Pinochet. Donc, ils ont financé le coup d'État de Pinochet. Et en France, ils continuaient donc à vendre notamment des maisons. Les maisons Phoenix, à ce moment-là, étaient très, très connues. Donc, une campagne a été faite à propos de cette société. On a donc appelé au boycott de leurs produits et de leurs services. Et donc moi, je me suis documenté sur ce livre et j'ai participé à la rédaction d'articles ou de tracts sur ce sujet-là. Mais les militants qui étaient plus dans l'action avaient des modes d'action très différents. On a vu vraiment tous les sujets qu'il était possible d'étudier les uns après les autres, et chacun d'entre eux a donné lieu à des manifestations, à des articles, à des tracts, à des pétitions, etc. Et puis petit à petit, on a fait le tour de la question,
Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on s'est peut-être un petit peu fatigué de refaire la même chose. Peut-être bien aussi qu'on a eu le tort de ne pas être assez énergique pour continuer. Il faut dire qu'on tenait quand même un rythme très important. Moi, il m'est arrivé de participer à une réunion le soir. Je travaillais la nuit. Le lendemain matin, et parfois je sortais à 5 heures du travail et j'allais donc taper ou mettre au point le texte avec un autre militant, vers 5h30 du matin. Lui-même allait travailler ensuite, et puis le soir, on allait distribuer le tract. Donc c'était vraiment souvent on était vraiment très actifs, on avait énormément de réunions, soit en assemblée générale, soit en petits groupes, pour rédiger des tracts, pour préparer des actions, pour faire le point. J'ai également participé à de très nombreux débats. Je pense peut-être 80-85 débats, donc qui se faisaient dans des lieux publics, soit dans des écoles, dans des associations. Un des premiers débats que j'ai fait, c'était en Belgique. Les étudiants, donc on était en 68, hein, donc c'était après mai 68, c'était à l'automne 68, si je me souviens bien. Les étudiants continuaient encore à occuper certains de leurs locaux. Et les objecteurs ont tenu un stand sur place. Et le soir, on a réuni plusieurs centaines, voire un millier d'étudiants dans un débat qui tournait autour de l'objection de conscience. Et il y avait une forte demande. Je fais sans doute plusieurs fois par mois, des militants du GARM, et moi j'étais souvent de la partie, ont participé à ce genre de débat. Qui pouvait rassembler 10 ou 15 personnes, ou parfois des centaines. Et bien sûr, le GARM organisait des réunions publiques, en faisant venir des personnalités qui venaient parler de l'armée. Par exemple, le général Bollardière, donc, qui est un général qui avait refusé de cautionner la torture en Algérie, et qui a dû faire de la forteresse à cause de ça, et qui a maintenant une rue à Paris, mais qui n'est toujours pas réhabilité, donc sa condamnation n'a jamais été amnistiée jusqu'à présent. Donc le général de Bollardière a terminé sa vie en étant un fort soutien du Larzac, par exemple, et dont je n'ai pas encore parlé, mais qui était aussi une des actions de soutien importantes du GARM. Donc le général de Bollardière est venu parler devant des centaines de personnes. Personnellement, moi j'ai participé à son interview et on a publié 4 ou 5 pages d'interview dans la lettre des objecteurs. Et il y a de nombreuses personnalités donc, qui ont participé à des réunions publiques organisées par le GARM.